Vous êtes assez impressionnant vu d'ici. Bonjour à vous toutes et tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux et aussi nombreuses. Je crois que j'ai rarement vu autant de monde. Et je ne sais pas combien sont en ligne. 150, me dit Françoise. Donc nous avons 3 présentations. C'est un format un petit peu différent, puisque c'est plus une. Alors le titre exact, je crois que c'est conférence table ronde. Mais une présentation sera en anglais. Donc si vous avez besoin d'un casque de traduction, n'hésitez pas à aller les chercher. Et donc, tout le monde est là ? Je peux y aller. Le chef a dit. Jean-François a dit. Donc moi, je m'appelle Catherine Giboin, je suis présidente de la Fondation de Médecins du Monde. Et donc, nous avons 10 ans, comme la journée scientifique l'a précisé Jean-François tout à l'heure. La Fondation, elle a deux actions principales, le soutien des organisations féministes, d'une part, et d'autre part, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, le soutien à des recherches opérationnelles et surtout à la dissémination et à l'appropriation des travaux de recherche sur les domaines qui nous concernent. Et je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce temps-là entre nous aujourd'hui, et qui plus est dans le contexte actuel. On va parler de l'interruption volontaire de grossesse. C'est un sujet qui a été beaucoup porté ces dernières années en France autour de la constitutionnalisation de l'IVG. J'ai réussi. C'est comme désoccidentalisation, c'est le même principe. Vous pourrez poser des questions en direct comme on l'a fait. Vous pouvez aussi poser des questions pour ceux qui sont en ligne dans le chat. On a un moyen de les récupérer et de me les transmettre. Ce que je voulais dire peut-être en introduction, c'est que là, nous avons la chance d'avoir 3 interventions qui sont très complémentaires. Complémentaires sur un plan géographique, complémentaires sur un plan thématique. Sandrine rappelait dans la présentation initiale un peu les 3 piliers qui sont les activités opérationnelles, la recherche et le plaidoyer. On a un peu ces 3 piliers-là aujourd'hui autour de la table. C'est vraiment fondamental. Alors, si on veut être optimiste, ce qui n'est pas très simple aujourd'hui sur la question du droit des femmes, donc j'ai décidé d'être optimiste dès le départ. Il y a exactement 30 ans, il y a eu la conférence à Pékin, la 4e conférence sur les droits des femmes. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas eu depuis, parce qu'on n'ose pas en faire une autre, parce qu'on a trop peur de revenir en arrière. La bonne nouvelle, c'est que depuis 1975, depuis exactement 30 ans, 60 pays ont assoupli les textes légaux concernant l'IVG. 4 sont revenus en arrière. Dans les 4, vous avez évidemment les États-Unis, on aura l'occasion d'en parler un peu plus, la Pologne, le Salvador et le Panama. Oui, c'est ça ? Panama ? Oui, Panama. Nicaragua, pardon. Oui, non, Nicaragua, c'est ça. Donc, brève présentation des trois intervenants. Kinga Jelinska, j'ai répété mon accent polonais, mais je ne suis pas sûre d'être totalement au point, qui a créé et qui dirige aujourd'hui une organisation internationale activiste qui s'appelle Women Help Women, qui est une organisation qui essentiellement travaille sur ce que nous on appelle maintenant un avortement autogéré médicamenteux, qui est présent dans de nombreux pays, mais qui est surtout présent en Pologne, et Kinga parlera essentiellement de la Pologne. Pour information et pour être totalement transparente, Women Help Women est une association que soutient la Fondation Médecins du Monde. Jeanne Efez, qui travaille et qui est conseillère plaidoyer, c'est plus simple en anglais, je trouve, Senior Policy and Advocacy Advisor chez IPAS, qui est une organisation américaine que tu pourras nous dire, enfin, initialement basée aux États-Unis. Pardon ? Et qui est dorénavant décentralisée, tu as raison. C'est mea culpa. Qui est une organisation aussi qui travaille sur la justice reproductive et en élargissant l'accès à l'avortement, à la contraception, et qui est présent dans beaucoup de pays, et qui a toute une réflexion, qui a formé beaucoup d'organisations d'ONG humanitaires, MSF, MDM, pour ne pas les citer en particulier. Et enfin, Raphaël Perrin, docteur en sociologie, qui est membre du comité du Centre européen de sociologie et de sciences politiques, qui est une unité mixte
rattaché au CNRS à Paris 1 et à l'École des hautes études en sciences sociales. Raphaël vient de finir sa thèse sur le rapport des professionnels de santé à l'avortement de 1975 à aujourd'hui. Et donc, il partagera quelques éléments clés de son travail au regard de l'objet de notre journée. Et du coup, je fais la pub, parce qu'il vient de publier un livre sur l'avortement. Il vient de publier un livre sur la question du choix d'avorter, qui est publié depuis vendredi. Donc, c'est vraiment tout neuf. Il est tout chaud. On va procéder peut-être en 2 temps. Un premier temps de présentation où chacun des intervenants pourra s'exprimer sur ses travaux, l'état de la recherche ou l'état de leurs activités. Et un deuxième tour de table qui permettra un petit peu de réfléchir aux pistes de réflexion et comment effectivement on continue à travailler et à résister dans un environnement qu'on a qualifié de populiste dans le titre, de post-vérité, et en tout cas de régression des droits de façon très très systématique quand on voit la... Enfin bon, j'ai décidé que je ne parlerai pas de Trump, mais bon. Juste pour mémoire quand même, parce que c'est peut-être... Enfin, Médecins du Monde a pris position depuis d'assez nombreuses années sur la question du droit et du droit à l'IVG dans l'ensemble de ses programmes. Médecins du Monde se mobilise très fortement sur cette question-là depuis 2010, avec des partenaires, avec cette idée quand même assez fondamentale, et je pense que les 3 interventions vont conforter cette question-là, c'est que la dimension légale est clé, mais la dimension légale ne garantit pas un accès effectif et équitable à l'IVG, et on verra à quel point ça peut se traduire. L'exemple de l'Italie est tout à fait probant, avec une loi relativement... initialement progressiste, comment l'accès a été détricoté, entre guillemets, même si parler d'aiguille à tricoter n'est pas nécessairement très pertinent. Je n'aurais pas dû dire détricoter. J'en perds tous mes papiers. C'est ma façon de détricoter. Non, mais je trouve que ce qui s'est passé en Italie est tout à fait explicite sur comment on peut détruire complètement un accès tout en ne touchant pas au droit et quelque part en réclamant, si j'ai bien compris, de ne pas toucher au droit. Enfin, le gouvernement italien a bien dit qu'il ne voulait pas toucher au droit. Donc voilà. Kinga. Bonjour. Bonjour. Vous allez... La Pologne est le pays considéré en Europe comme étant un des endroits les plus restrictifs au regard de la loi. Il y a Malte aussi, mais bon, c'est tout petit Malte, donc on en parle moins. Ce qui est vraiment intéressant dans l'expérience, dans ce que vous faites en Pologne, c'est vous allez nous expliquer comment vous avez pu effectivement mettre en place un système d'avortement autogéré avec un accès à la télémédecine conséquent, que ça a effectivement complètement changé la question de l'accès à une grande échelle. Et je pense aussi, ce qui est important dans ce que vous avez pu mettre en œuvre, c'est la notion de mise en réseau d'organisations féministes. Et donc, je trouvais que c'était tout à fait pertinent dans le débat actuel, dans des contextes restrictifs, que vous puissiez expliciter cette... valorisation et cette professionnalisation de l'avortement autogéré que vous avez pu mettre en œuvre en Pologne. Hi, I will be speaking in English. I hope that is okay. En anglais, j'espère que c'est pas grave. Vous parlez des lois. Alors, j'aimerais que on commence sur un point plus général. On est aujourd'hui ici réunis pour les journées scientifiques, en reconnaissance et dans le respect et dans la curiosité de la science. J'aimerais tout d'abord dire que toutes les lois pour l'avortement sont contre la science et contre les personnes qui sont enceintes. Les recommandations actuelles de l'AMS est d'abandonner toute restriction aux lois pour l'avortement. Donc, il ne faut pas demander de raison, il ne faut pas demander d'âge, il ne faut pas faire la morale et il faut complètement décriminaliser l'avortement. C'est
ce que l'on voit, c'est ce qui est soutenu par les données. Et donc, pourquoi est-ce qu'on voit ce recul? Où est-ce qu'on voit ce recul? Il n'y a pas un seul pays où les lois pour l'avortement sont, selon les preuves scientifiques, néfastes. Et pourtant, on parle de loi. On a l'impression que la loi, c'est l'instrument ultime qui va nous protéger et protéger l'accès à l'avortement. Je suis désolée, je vais... Et il y aura toujours des désaccords, il y aura toujours des compromis. Ce sont des fantasmes politiques. Les lois, pourtant, sont devenues un emblème de l'ego pour l'avortement. Si on se penche sur les lois sur l'avortement, à chaque fois, en fait, on parle d'exclusion. C'est surtout de la discrimination. Les lois, au final, sont utilisées pour dire si les gens ont droit à accès à l'avortement et dans quelles conditions. Et souvent, on nous dit quelles raisons sont valides et quelles raisons ne le sont pas. Et en fonction du nombre de semaines de grossesse. C'est horrible. D'un jour à l'autre, on ne peut plus gérer son propre corps. Et la plupart des lois libérales sur l'avortement en Europe du XXe siècle sont entrées en vigueur via un travail de plaidoyer pour la médecine organisée. Donc, quand les médecins, les cliniques, les hôpitaux étaient perçus comme les garants de la sécurité. Donc, la médecine institutionnalisée a pris le contrôle sur cette pratique et a criminalisé toutes ces pratiques en dehors de l'hôpital. Et moi, j'ai pratiqué les avortements en dehors de ces cadres conventionnels de la loi et de la médecine, tout simplement parce que ces lois conventionnelles et ces pratiques médicales sont obsolètes. Pour être tout à fait honnête, elles sont injustes et même assez idiotes. Nous avons donc travaillé avec des experts en avortement, avec des technologies qui sont sûres, très efficaces et bien étudiées. On peut faire un avortement à la maison sans forcément intervenir et interférer avec le système médical. C'est un mécanisme d'autodéfense contre la médicalisation de l'avortement. On le sait d'expérience, mais également au vu des preuves scientifiques. Quand les gens prennent des médicaments à la maison avec le soutien nécessaire, c'est tout aussi sûr et recommandé que l'avortement en clinique. Par conséquent, Women Help Women, mon association, est une organisation militante féministe qui offre du soutien partout dans le monde. Nous travaillons en particulier dans les pays où l'accès est restreint par la loi ou à cause des stigmas. En Europe, comme Catherine l'a bien dit, nous prenons part à un réseau qui s'appelle Abortion Without Borders, Avortement sans frontières, et on est devenu le plus grand fournisseur d'avortements dans le monde, avec 47 000 avortement l'année dernière. Après 12 semaines, on a parfois dû payer pour les voyages à l'étranger pour aller se faire avorter quand c'était nécessaire. Ça nous a coûté 50 millions d'euros. Et donc, au final, l'État a gagné de l'argent, a économisé de l'argent parce que c'est plus cher que de le faire nous-mêmes. Dans certaines régions des Pays-Bas, où où je vis, et en Pologne et en France, à vrai dire, si on regarde ces pays, c'est plus pratique d'aller en Pologne pour se faire avorter. Et donc, il faut remettre en question la qualité du soin et le lier à la légalisation. Parce que l'accès à un bon avortement, comme ça a déjà été dit, est nécessaire. Ce n'est pas les lois qui doivent être utilisées comme indicateur lorsqu'on parle d'avortement. Les bons avortements peuvent se faire en dehors des systèmes officiels. La plupart du temps, ce sont même de meilleurs avortements parce que l'ancien système est plein de violences obstétriciennes, de stigmas, et c'est tout simplement un peu sûr pour nous la plupart du temps. Beverly Winnicott, dans sa présentation, une scientifique, nous a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit que ces médicaments, ces pilules abortives
peuvent être envoyées par courrier et elles proviennent d'Amsterdam. Et donc, ces pilules et la mobilité sont nécessaires pour le militantisme, pour la gestion autonome de l'avortement, pour contrer la violence de l'État dans les systèmes d'avortement. Ce sont des systèmes qui changent la donne avec un avortement médicamenteux plus sûr. Il y a d'ailleurs un projet de loi en Pologne qui vise à réduire la période d'avortement, limite d'avortement à 4 semaines. Pendant le premier trimestre, on peut facilement proposer des avortements et notre réseau fait du plaidoyer pour la décriminalisation de l'avortement et également des aidants à l'avortement. Ainsi, on pourrait mieux gérer les compromis et les gouvernements verraient bien que il y aura des avortements qu'on va payer et certains qu'on ne va pas payer. Ce qui est important, c'est de s'assurer que toutes les possibilités d'accès dans le modèle médicalisé resteront en vigueur. La logistique, c'était simplement la diversité, l'abondance de différents systèmes de santé plutôt que de standardiser quelque chose et de simplement donner aux gynécologues le droit à pratiquer l'avortement sur une assiette en argent. Et donc, ils ont l'exclusivité et ça, c'est depuis longtemps un problème. Ça n'est pas comme d'autres champs d'application de la médecine parce que ça fait longtemps qu'on peut gérer l'avortement nous-mêmes. C'est pas comme si c'était un autre domaine médical non compris. On a des protocoles, on a des bons standards de soins, on a des recherches, on a des normes. La science, elle est robuste. Ces méthodes, d'ailleurs ces médicaments sont tellement sûrs qu'on pourrait les vendre dans des stations essence ou dans les magasins, dans les épiceries et pourtant elles ne sont pas en vente libre. L'avortement est contrôlé. C'est une question de contrôle. Le contrôle, c'est quoi? C'est du pouvoir et c'est des bénéfices. En tant que communauté, on est à l'aise pour dire que l'avortement est sûr. On appelle ça un droit, même un droit humain, constitutionnel, un choix, une pierre angulaire de la liberté. Mais lorsqu'il s'agit de rendre l'avortement rationnel, basé sur la science, avec un accès très, très facile, eh bien, c'est là que les gens sont moins à l'aise. La gêne s'installe, les gens se disent ben non, en fait, c'est un produit de luxe et l'autonomie est conditionnelle. Et on complexifie trop l'avortement avec des mesures, des conditions, des complications. On légitimise ça avec la rareté, le contrôle. Et je dirais que même qu'en 2025, nous, en tant que mouvement, on n'a pas peur de la procédure d'avortement. Nous savons que c'est sûr. Ce qui nous fait peur, c'est de le rendre trop facile. Merci Kinga sur cette présentation tonique. Je voulais juste relever un point que je trouvais pertinent par rapport à cette question, plus pertinent par rapport à la question scientifique, c'est de voir le rôle politique que peut porter l'OMS à travers des protocoles techniques. C'est-à-dire qu'ils produisent des protocoles sur l'avortement depuis longtemps. Il y a une nouvelle version qui date de 2022, si ma mémoire est bonne. Et à quel point ces documents qui sont des protocoles médicaux portent un vrai message politique en plus, alors que ce n'est pas franchement leur rôle et ce n'est pas comme ça qu'ils le présentent. Je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment positionnés sur un plan de décriminalisation, mais c'est au travers de ces préconisations. Jeanne, tu étais à la
Commission du statut des femmes, j'adore ce titre, à New York il y a quelques semaines, dans un environnement qui était probablement un petit peu tendu au regard du contexte international et américain en particulier. Ça fait très longtemps que tu travailles sur la question des mouvements anti-genre aux États-Unis, mais pas que. Et je trouve que c'était vraiment important que tu puisses nous partager tes connaissances, parce que je trouve qu'en France, on n'a pas encore complètement mesuré l'importance de ces mouvements qui sont extrêmement bien financés, très organisés, qui réfléchissent au sujet depuis longtemps. Et contrairement un petit peu à l'image qu'on en a, ce ne sont pas seulement des Américains ou des Russes, mais c'est présent en Europe et c'est de plus en plus visible. Et le contexte international leur permet de s'exprimer encore plus fort qu'ils ne le faisaient jusqu'à maintenant. Ils sont beaucoup plus sur l'agenda, ils sont beaucoup plus visibles et vocal depuis quelque temps. Donc tu as la parole, Jeanne. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés, Catherine et moi, dans un sous-sol à l'ONU, et je lui ai demandé de mettre ses perles et d'aller faire de l'espionnage à des événements. Parce que tu étais très connue et pas moi. Voilà, il fallait que je me cache. Donc je vais commencer avec un petit exemple pour illustrer mes propos. Donc il y a quelques mois, le 1er décembre 2024, le Sénat espagnol a accueilli le 6e sommet transatlantique du Political Network for Values, donc le réseau politique des valeurs, qui est aujourd'hui une des coalitions ultra-conservatrices les plus puissantes au monde. Depuis 10 ans, cette plateforme, en fait, elle travaille à démanteler le système des Nations Unies au nom de la défense de la vie de la famille, tout en prenant des lois qui limitent le droit des femmes et des communautés LGBT. Aujourd'hui, le PNFV, c'est l'un des espaces de mobilisation et de formation les plus sophistiqués de l'extrême droite internationale. Ils sont localisés financièrement en Espagne, mais ils agissent via des think tanks conservateurs internationaux, des partis politiques, des ONG fondamentalistes, des fondations chrétiennes privées et des gouvernements comme celui de la Hongrie. C'est d'ailleurs Katalin Novák qui en était à sa tête, l'ancienne présidente de la Hongrie, et qui a été remplacée par José Cast, le fondateur du parti républicain d'extrême droite chilien. Donc le PNV, il regroupe des personnalités politiques qui sont puissantes, mais aussi des groupes d'influence. Par exemple, la fondation Héritage, dont vous avez peut-être entendu aujourd'hui, parce qu'elle est à l'origine de la feuille de route 2025, donc la feuille de route autoritaire dont s'inspire très largement Donald Trump et qui lui sert d'inspiration, mais on va dire aussi de manuel pour décrire en fait le démantèlement de l'État fédéral, la suppression des droits LGBT, du genre, etc. Et donc, ce qui est important avec la Heritage, c'est qu'elle a une forte influence transatlantique. On voit aussi d'autres groupes d'influence, comme le Center for Fundamental Rights, pro-Orban de Budapest, qui a organisé par exemple les 2 dernières conférences méga Make Europe Great Again, et qui a des filières médiatiques et de lobbying qui sont particulièrement actives, par exemple, à Bruxelles. Donc, à Madrid, pendant ce sommet pour la vie et la liberté, il y avait plus de 300 législateurs de 45 pays différents, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe. Parmi les intervenants, il y avait la secrétaire d'État du culte et de la civilisation d'Argentine, la secrétaire d'État du Premier ministre hongrois, Nicolas B, par exemple, du Rassemblement national français, les frères d'Italie, Vox, Espagne, une députée ougandaise qui est très connue pour ses positions pour la criminalisation de l'homosexualité, ainsi que, bien sûr, des parlementaires américains. Donc, ces groupes, ils ont lancé un appel à la ratification de la déclaration du consensus de Genève. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, cette déclaration, c'est un espèce de manifeste chrétien pro-souveraineté qui a été lancé pendant la première administration de Trump et qui est vraiment une des pierres de lance, on va dire, de la diplomatie américaine. Elle a été ratifiée par à peu près 40 pays. D'ailleurs, félicitations à la Pologne pour s'en être retirée le mois dernier. Et en fait, ce manifeste, c'est aussi un espace de mobilisation et de réseautage pour des pays conservateurs. Alors attention, ce n'est pas une vraie convention. Elle n'a pas été signée à Genève. Il n'y a pas de consensus international dessus. Mais ce qu'elle fait, du coup, c'est qu'elle promeut un système alternatif des droits humains et que sous l'administration Trump, on anticipe et on le sait qu'elle va être tout à fait financée pour être opérationnalisée. Ça veut dire promouvoir des systèmes de santé authentique de la femme qui exclut l'IVG, exclut l'éducation complète à la sexualité et prône un retour à la planification familiale naturelle, etc.
Bref, donc le point culminant de ce sommet, ça a été la déclaration de Madrid, une espèce d'appel à action en 10 étapes qui encourage vraiment les gouvernements à créer des environnements législatifs pour la défense de la vie. 2 semaines plus tard, à Washington, il y a eu un groupe restreint de ces législateurs qui a été invité par la Fondation Héritage. Et là, ils étaient surtout d'Europe et d'Amérique latine, donc Croatie, Hongrie, Royaume-Uni, Chili, Italie, Argentine. Et là, ils ont été littéralement chaperonnés, en fait, par des figures de l'extrême droite américaine et la Fondation Héritage pour faire des plans d'action politiques, législatifs, nationaux. Dans ces plans d'action, les cibles qu'on retrouve à peu près à chaque fois, c'est abolition de la gestation pour autrui, restriction à l'avortement, protection de la famille traditionnelle et bien sûr et surtout éradication du wokisme. Donc, ce qui est fascinant ici, c'est la méthode. C'est la façon dont les idées circulent, dont les lois s'inspirent les unes des autres et les valeurs aussi. C'est les stratégies et les savoir-faire qui s'exportent et qui se nourrissent des uns des autres. Les alliances entre le PNFV, des partis politiques, des ONG extrémistes, ils montrent comment les groupes anti-droit, ils maximisent leur réseau pour relier le global au trait national et pour imposer une vision chrétienne restrictive de la sexualité et de la famille. Donc il ne s'agit pas juste d'une espèce de réaction, de ce que souvent on peut appeler le backlash, mais on est bien là face à un mouvement qui est institutionnalisé, qui est pensé sur le long terme et qui est aujourd'hui, avec l'administration Trump particulièrement, en vraie phase de consolidation. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment le fruit de plus de 50 ans en fait, d'investissement de ces groupes américains anti-droit, mais aussi de leurs alliés. Et c'est important, effectivement, de situer les États-Unis dans cet arc historique, même s'ils ont énormément d'alliés, et on reviendra dessus après. En fait, à la minute où Roe v. Wade, où l'avortement a été légalisé en 1973 aux États-Unis, on voit en fait se créer immédiatement après des organisations médicales, religieuses, juridiques, par exemple le Conseil des familles, la Vie humaine internationale, et ces organisations, qu'est-ce qu'elles font ? Elles forment des cadres juridiques, elles s'introduisent dans des tribunaux, des partis politiques, et en 84, leur premier grand succès international, déjà en 84, sous Reagan, ça va être la règle du bâillon mondial, dont vous avez peut-être entendu parler, la Global Gag Rule, en fait, qui vient restreindre les financements pour des ONG internationales qui travaillent de près ou de loin sur l'avortement. Et donc, sous Reagan, qui capitalise, lui, sur le vote évangéliste, on voit ces associations devenir de plus en plus importantes, avec des chapitres à travers les États-Unis, de plus en plus militantes. Elles participent aussi à ce discours anti-femme, très horribilisant de l'avortement, avec un discours en défense des droits de l'embryon et du droit du fœtus. Et ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles internationalisent leur opération, elles se penchent vers l'ONU. Parce que je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est vraiment que l'ambition de ces groupes évangélistes, ça n'a jamais été que de limiter l'avortement aux États-Unis, mais de le limiter partout dans le monde. Bien sûr. Et donc, c'est aussi, comme Catherine le disait, les années 90, les féministes, notamment du Sud, investissent les espaces de l'ONU. Pour la première fois, on voit émerger un consensus global que l'avortement clandestin est une source de mortalité maternelle et que le genre est une grille d'analyse pertinente pour mesurer les inégalités de pouvoir. À partir de ce moment-là, le Vatican, en fait, ça crée une espèce d'inflexion, une fracture vraiment sémantique et politique aux Nations Unies. Réaction du Vatican qui va créer en fait le mot du problème du genre, de l'idéologie de genre, et qui va commencer à voir dans le genre en fait une menace civilisationnelle, bien sûr, qui vient se heurter à la culture, la tradition, à la hiérarchie entre les sexes, l'État-nation, et j'en passe. Et donc ce terme, il va être récupéré comme un outil de mobilisation politique par la droite américaine, mais pas que. Et cette droite américaine, elle va trouver des alliés dans des régimes islamistes conservateurs comme l'Iran, la Libye et l'Égypte à l'époque, mais aussi en Europe, avec la Russie et Malte. Donc avec l'aide du Saint-Siège, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'unissent contre les plateformes de l'ONU et contre l'idée même du genre. Et petit à petit, ce qu'on voit, c'est la création en fait d'un lobby international obsédé par l'idée de la famille naturelle
comme je disais, le remplacement, l'hiver démographique, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe depuis 20 ans, c'est qu'on voit une réelle multiplication des offensives, un nombre grandissant de ces coalitions, de ces réseaux, mais surtout et aussi un investissement massif financier dans leur opération, et une sophistication et une professionnalisation dans leur stratégie. Selon une étude d'EPF que peut-être vous connaissez, le European Parliamentary Forum, elle dit que le financement des mouvements anti-genre, il a quadruplé entre 2009 et 2018 à une valeur d'à peu près 700 millions en Europe. Alors, encore une fois, si la droite chrétienne américaine, elle a une influence importante dans ces réseaux, il y a aussi des relais financiers en Hongrie, en Pologne et en Espagne. Et là, ici, le rôle de la Russie, il est important. Il y a une poignée d'oligarques russes qui financent des organisations très militantes anti-avortement, comme Citizen Go ou le Congrès des familles, qui est une espèce de vitrine internationale de démonstration de force de l'extrême droite et des mouvements anti-genre. Ils sont venus à leur apothéose en 2017 sous Orban, et peut-être que vous en rappelez en 2019, quand Giorgia Meloni a fait son grand coming out international à Vérone, et ben c'était le congrès des familles. Donc pour finir, ces groupes, qu'est-ce qu'ils font? J'ai entendu quelqu'un à l'ONU utiliser ce terme, et je le trouve très pertinent pour l'idéologie de genre. Ils l'utilisent comme un outil de distraction massive. Et ça à des fins autoritaires, antidémocratiques, qui sont beaucoup plus larges. On le voit tout à fait en ce moment avec Projet 2025. Ils investissent les espaces diplomatiques, ils créent de la paralysie normative, un ralentissement dans les négociations. Ils financent des diplomates et ils les forment en litige stratégique. Le nombre d'organisations américaines qui ont des filières et des succursales en Europe est en augmentation. Alliance Defending Freedom, qui est l'organisation numéro 1 qui gagne toutes les batailles culturelles aux États-Unis et dans les cours. Ils ont des bureaux à Vienne, à Strasbourg et à Genève. Elles se rassemblent aussi. On voit de plus en plus de conférences d'extrême droite. Vous avez vu, il y a eu 2 conférences méga qui montrent bien le lien d'ailleurs avec MAGA à Bruxelles et à Madrid depuis le début de 2025. Et bien sûr, ils investissent inspirés du militantisme anti-avortement américain, mais ils l'européanisent aussi dans l'action directe avec des vigiles, des pétitions, des marches pour la vie, les centres de grossesse en crise, qui est un modèle c'est des centres de santé en fait qui viennent accompagner des femmes les plus précaires et dans le besoin d'un suivi néonatal et qui pensent peut-être avorter, qui font tout pour les dissuader d'avorter et qui leur offrent des services de santé gratuits. En échange de garder la grossesse. Il y en a plus de 400 en Italie, mais il y en a aussi en Roumanie, en Pologne et en Italie. Et pour finir, bien sûr, l'éducation complète à la sexualité. Bien sûr, on voit un lien très important entre ces organisations, des mouvements de droits parentaux pour la protection des enfants. Vous l'avez très bien vu en France, par exemple, avec Parents Vigilants et Éric Zemmour. Et c'est pas étonnant avec tout ça que la Manif pour tous se soit rebaptisée en syndicat de la famille. Voilà, je m'arrête là. Pardon. Merci Jeanne, je pense que tu m'as complètement sapé le moral. Non, c'est vraiment terrifiant et je trouve aussi par rapport au sujet, c'est aussi comment cette professionnalisation des mouvements anti-genre utilise le vocabulaire scientifique, se réapproprie un vocabulaire qui est le nôtre. Enfin, il y a tout un travail sémantique qui est quand même assez bluffant et sur lequel on n'a pas nécessairement toutes les billes. J'espère que vous allez nous remonter le moral. Pas trop. Donc Raphaël, dans votre travail de recherche, vous avez documenté effectivement toute la difficulté de l'accès à l'IVG en France, avec cette idée qu'on porte depuis le début, c'est-à-dire que la légalisation n'épuise pas du tout, et loin de là, la question de l'accès, avec un certain nombre d'inégalités d'accès qui, quelque part, reflètent les inégalités d'accès aux soins en France, mais il y a vraiment des questions qui sont spécifiques à l'IVG, et je trouvais que c'était vraiment important que vous puissiez partager ces éléments avec nous aujourd'hui. Merci. Oui, merci. Donc, en effet, mon travail il pose la question de l'accès à l'avortement dans un pays où il est légal, où non seulement il est légal, mais même la loi évolue pour l'instant jusqu'à maintenant dans un sens positif de simplification de l'accès à l'avortement. Et je suis parti de ce paradoxe qui est qu'aujourd'hui, on hérite de 50 ans de lois qui, les unes après les autres, ont donc amélioré l'accès théorique à l'avortement en supprimant les contraintes qui avaient été posées par la loi Veil, en allongeant le délai légal jusqu'auquel l'avortement est autorisé, en
supprimant la consultation obligatoire avec une conseillère conjugale et familiale ou une psychologue qui est devenue optionnelle depuis 2001, en supprimant la semaine de réflexion, entre guillemets, d'attente qui était imposée aux femmes, en supprimant la notion de détresse que les femmes devaient exprimer pour avorter, etc., en permettant aux femmes étrangères de pouvoir avorter, en supprimant l'autorisation parentale, bref, un certain nombre de réformes qui ont théoriquement simplifié l'accès. Mais en même temps qu'on a cette évolution, on a des rapports publics, des travaux de sociologues, de démographes, des témoignages de femmes qui racontent les difficultés pour avorter, le parcours de la combattante tel qu'on le dit parfois, le fait qu'il reste des parcours longs, complexes, flous, inégalitaires aussi pour accéder à l'avortement. Et ce que je montre, c'est que pour comprendre ça, il ne faut pas simplement s'intéresser à l'évolution de la loi, il ne faut pas simplement s'intéresser même au militantisme anti-avortement qui est de plus en plus fort, mais qui en France, encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, a un effet plutôt limité sur les barrières objectives. En tout cas, ce n'est pas la principale cause. En fait, pour vraiment comprendre l'ineffectivité partielle, en tout cas du droit à l'avortement, il faut aller voir les pratiques ordinaires, concrètes de prise en charge dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, par des professionnels de santé qui ne sont pas anti-IVG, qui sont même favorables sur le principe au droit à l'avortement, mais qui, pour un certain nombre de raisons, voilà, dans leur pratique de prise en charge, maintiennent des parcours plus compliqués que la loi ne le prévoit. Ce que j'observe, donc moi je vais dans des centres d'IVG hospitaliers où ont lieu la majorité des IVG en France aujourd'hui. J'ai fait 6 mois d'observation quotidienne dans 3 centres d'IVG différents. J'ai interrogé 140 professionnels de santé et puis j'ai travaillé aussi avec des données statistiques. Un des premiers résultats, c'est qu'alors même que le droit à l'avortement est censé être le même pour toutes les femmes, hein, la loi précise que les femmes ont le choix de l'avortement. C'est un acte simple médicalement qui n'a pas de dimension pronostique ou diagnostique. On peut s'imaginer, les médecins ont presque une position de prestataire de service en fait dans l'avortement. Pour autant, il y a une grande diversité, non pas selon les choix des femmes, mais selon les décisions des médecins et selon à la fois qui est la femme qui demande l'avortement et selon qui est le médecin ou le centre d'IVG où la femme fait sa demande, l'avortement n'aura rien à voir. Donc on pourra avorter, les femmes pourront avorter très vite dans certains centres et auprès de certains médecins, beaucoup plus lentement auprès d'autres. Encore une fois, je ne parle que de professionnels volontaires pour faire des avortements et pas de médecins qui chercheraient volontairement à faire obstruction ici. Donc selon l'âge des médecins, selon le sexe, selon l'orientation politique, l'engagement féministe, la formation professionnelle, selon que c'est une médecin qui a elle-même avorté ou dont la partenaire a avorté, les manières de prendre en charge l'avortement seront différentes. Certains et certaines médecins assez engagés se saisissent de ce que permet la loi, c'est-à-dire d'avorter dès que la femme en fait la demande aujourd'hui. Il n'y a plus de contrainte d'attendre, il n'y a plus de contrainte de multiplier les consultations. Et donc, dès la première consultation médicale, donne le médicament, voire dans certains centres, dès la première consultation médicale, fait l'IVG par aspiration. D'autres centres imposent des parcours de soins avec 2, 3, 4 consultations, des jours d'attente entre les consultations, c'est encore très fréquent. Certains centres suivent la loi, certains médecins suivent la loi et proposent l'entretien psychosocial avec la conseillère conjugale. D'autres, c'est encore extrêmement fréquent aujourd'hui en France, l'imposent à toutes les femmes en disant que ça fait partie du parcours de soins, il faut voir la conseillère. D'autres encore où j'ai été, le proposent à certaines femmes et l'imposent à d'autres quand les professionnels estiment que c'est nécessaire, que ça soit une femme qui recours à l'avortement pour la 3e ou 4e fois ou plus, que ça soit, c'est aussi les femmes qui ne veulent pas une contraception jugée suffisamment efficace par les médecins, des femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels, des femmes qui pleurent. Voilà, c'est un ensemble de situations qui vont pousser les médecins ou les infirmières à prétendre que la consultation, l'entretien psychosocial est obligatoire. Voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent. Un autre exemple de différence de prise en charge et d'interprétation, parce qu'il y a des choses parfois de l'ordre de la transgression, mais aussi simplement l'interprétation de la loi dans des dispositifs médicaux applicables concrets, avec une marge de manœuvre pour les médecins. Par exemple, c'est le fait d'accepter la prise en charge des demandes d'avortement précoces.
En fait, quand les femmes se rendent compte qu'elles sont enceintes très rapidement, si elles font la demande à 2 ou 3 semaines de grossesse, dans beaucoup de cas, l'embryon est trop petit pour être visible à l'échographie. Et dans ces cas-là, les médecins font deux choses différentes selon les médecins. La plupart refusent de faire l'avortement tant que l'embryon n'est pas visible, parce qu'ils craignent une grossesse extra-utérine. Et ils se disent, revenez dans une semaine, puis au bout d'une semaine, on refait une échographie. Si c'est visible, on le fait. Si c'est pas visible, revenez encore dans 3 jours. Donc on laisse grossir la grossesse pour pouvoir faire l'avortement. D'autres médecins estiment que c'est important de pouvoir avorter le plus vite possible, acceptent de le faire si la femme le demande. Simplement, il faut que la femme fasse un bilan sanguin 5 à 7 jours après pour vérifier que l'IVG a marché et que ce n'était pas une grossesse extra-utérine. Donc ça, c'est ce qui permet de respecter le souhait d'avorter rapidement, mais la grande majorité estime que c'est trop risqué, qu'on ne peut pas vraiment faire confiance aux femmes pour faire ce bilan sanguin, qu'il y en a une partie qui ne le ferait pas et qui risquerait, comme on l'a dit, de se balader dans la nature avec une grossesse extra-utérine en pensant avoir avorté, et donc il y aurait des problèmes sanitaires. Voilà, peut-être un dernier exemple qui est assez frappant de cette interprétation de la loi avec une marge de manœuvre qui crée des inégalités très importantes auxquelles je ne m'attendais pas avant de faire ma recherche. Le terme jusqu'auquel on peut avorter, l'enjeu, ce n'est pas uniquement de définir un délai légal, mais comment est-ce que médicalement on date une grossesse. Puisque la loi, elle dit on peut avorter jusqu'à 14 semaines. Elle ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'une grossesse de 14 semaines. En théorie, on pourrait simplement demander aux femmes la date de leur dernière règle ou la date du rapport sexuel dont elles estiment qu'il a causé la grossesse et se fier à ça pour dire c'est avant 14 semaines, on peut faire l'avortement. Dans les faits, aujourd'hui, les médecins recourent quasi-totalité à l'échographie, qui n'est pas un moyen de donner la date réelle de la grossesse, qui est une photo de l'embryon dont on va mesurer la taille. Et en fonction de la taille de l'embryon, on va estimer quel est le terme de la grossesse. Sauf qu'il y a des embryons plus ou moins gros, en fait, pour un âge gestationnel donné. Et en fait, les médecins vont, selon la marge de manœuvre qu'ils prennent, considérer une mesure embryonnaire correspondant à 14 semaines différente d'un centre à un autre. Si bien que, selon les choix techniques qui sont faits par les médecins, 14 semaines dans un centre d'IVG, c'est 10 jours plus tard que 14 semaines dans un autre centre d'IVG. Donc une femme qui est refusée parce qu'elle a dépassé le délai, elle est à 15 semaines, si elle avait habité dans une autre ville, qu'elle avait fait la demande autre part, elle aurait été à 13 semaines et demie, elle aurait pu avorter. Voilà, donc j'essaye d'expliquer pourquoi les médecins ont des pratiques qui peuvent compliquer, allonger les parcours d'IVG. Encore une fois, ce n'est pas par opposition au droit, c'est par construction de l'idée que l'IVG, c'est un acte grave, dramatique, et qui doit être accompagné, encadré, que les parcours simples, ce ne serait pas dans l'intérêt des femmes, mais qu'au contraire, il faut une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale, médicale, et que ça s'est construit en 1975 quand la loi l'imposait, mais qu'alors que la loi s'est simplifiée, cette représentation de l'avortement et ces pratiques médicales, elles se sont maintenues par inertie, si bien que les pratiques des médecins qui prennent en charge l'avortement sont devenues moins progressives, moins favorables au choix et à l'autonomie des femmes que ne le prévoit la loi. Et donc pour améliorer l'accès à l'IVG, il ne faut pas seulement se concentrer sur la loi, mais il faut aller voir concrètement ce qui se passe dans les centres d'IVG. Merci Raphaël. Et parmi les mythes, on parlait des mythes tout à l'heure sur les questions de migration, c'est aussi le nombre d'avortements. Aujourd'hui, dans des pays, le contexte légal a peu d'impact en fait, sur le nombre d'IVG dans un pays. À la limite, il y a peut-être plus d'avortements dans les pays où l'IVG est interdite, parce qu'en général, c'est un contexte plus restrictif, donc il y a plus de... Mais c'est vraiment... parmi les éléments. Et je trouve que c'est important ce que vous pointez, parce que c'est quelque chose, c'est le flou des textes de loi, qui sont toujours très, très difficiles à interpréter, et jusqu'où c'est aussi une volonté du législateur de laisser des marges d'interprétation, ces marges d'interprétation étant laissées aux médecins, ce qui est non sans problème à certains moments. Oui, c'est un peu déprimant tout ça. Bon. Je persiste. Moi, je voulais refaire une série. Je pense qu'aujourd'hui, l'exemple... C'est intéressant, je trouve, de confronter un peu l'exemple français et l'exemple polonais. Kinga, si ce que vous avez pu mettre en œuvre dans le contexte polonais, dans quelle mesure vous pensez, et vous le faites, je sais déjà, dans un certain nombre d'autres pays, quand on s'était parlé au téléphone, vous avez évoqué l'exemple du Mexique et de la Nouvelle-Zélande.
comment ce que vous avez réussi à faire avec une professionnalisation, un effet d'échelle au niveau polonais, quelles sont les leçons apprises et comment on pourrait en faire bénéficier dans d'autres, on pourrait le scale-up, enfin le mettre à échelle dans d'autres contextes nationaux difficiles ou pas, parce que on peut imaginer qu'effectivement la question se pose, y compris dans des contextes plus légaux, plus souples que celui que vous connaissez. Yeah, I think in terms of technology, it's... Oui, je pense que pour ce qui est des technologies, c'est quelque chose que l'on pourrait répliquer de partout. En fait, c'est un mouvement mondial pour ce qui est donc de l'avortement, de l'auto-avortement. On a vu des pays dans lesquels l'accès à l'avortement était beaucoup plus compliqué. Et c'est pas parce que ces pays, théoriquement, ont des lois un peu plus libérales. En fait, c'est juste qu'on n'a pas prêté assez attention. Par exemple, aux États-Unis, on le voit que finalement, l'auto-avortement, c'est l'une des meilleures façons de se défendre contre ces lois anti-avortement. Et je pense que de manière générale, lorsque j'ai écouté l'intervention de Jeanne et celle de Raphaël, effectivement, ce qui me marque, c'est que on ne parle pas ici de science ou de technologie. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un théâtre, là où il y a des jeux de pouvoir. Et la science, en réalité, semble être prise pour quelque chose d'inutile, qui est juste là pour décorer. En fait, dans ce fameux théâtre, la qualité de nos arguments n'a plus aucune importance. L'important, c'est de savoir qui est le personnage principal et comment on peut prendre le dessus. Et alors ici, on ne parle pas forcément des leçons que l'on a pu tirer de l'exemple polonais, mais c'est vrai qu'il y a des choses que l'on pourrait probablement, s'en inspirer. Et je parle ici de la compassion et du soutien social. Alors pour être honnête, l'une des leçons que l'on peut tirer, je pense, de la Pologne, c'est vraiment, je pense qu'il faut tout simplement assumer à 100%. En fait, ce genre de mouvement, pour moi, c'est toujours fascinant. Ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec des représentants politiques. Ce sont des personnes qui sont censées parler de leur expérience, qui parlent de la réalité, de ce qu'il se passe sur le terrain. On ne devrait pas essayer d'éviter ce qui nous met mal à l'aise. On n'est pas des représentants politiques. On a, à un moment donné, si quelqu'un dit des conneries, eh ben, disons-le que c'est des conneries. Disons-le haut et fort. En fait, pour moi, cela n'a aucun sens de prétendre que l'avortement, ce n'est que... looks like a human-like shape. On parle de quelque chose d'humain. L'avortement, ce n'est pas la fin d'une vie potentielle. On peut ne pas dire ça, mais en fait, si, c'est ça. C'est mettre fin à une vie potentielle. Donc pour moi, ça change également les choses, comme je l'ai vu en Pologne. Nous, on a vraiment essayé de défendre cette notion malgré l'inconfort des gens. On ne peut pas défendre l'accès à l'avortement si on a des droits ou si on appelle ça des droits reproductifs et qu'on évite en fait de parler du sujet et de parler de la complexité, de parler de sang, de parler des caillots de sang, etc. Il faut combattre également cet inconfort et voir qui fait obstacle à l'avortement, notamment les décideurs politiques et les médecins. Il faut le dire, pratiquer l'avortement en grande quantité et en être fier, l'assumer, nous a rendus plus crédibles. Et cela a aidé les gens à nous faire confiance, à nous soutenir également, parce que les gens ne nous voient pas uniquement comme, vous savez, un organe de stratégie pour réduire les risques, mais
on ne dit pas, on raconte pas des conneries, on dit les choses telles qu'elles sont. Il faut appeler un chat un chat. On a d'ailleurs ouvert un centre d'avortement qui est très chaleureux, plein de couleurs, et on a loué un endroit qui est en face du Parlement et en face des bureaux du président, du chancelier et des partis politiques principaux. C'est vraiment, ils peuvent pas l'éviter, c'est devant eux, hein. Et donc les décisions politiques sont prises dans la rue, sont prises dans cette rue-là. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là? On va vous montrer que les décisions importantes sont également prises en face de la rue, de cette même rue, dans cette clinique. Et ce centre, il est différent de ce à quoi on pourrait s'attendre avec, vous savez, ces murs blancs. Non, c'est très cosy. Les gens viennent avec leurs amis. Il y a des toilettes, parce que la plupart des avortements se font dans les toilettes, hein, si on parle de manière concrète. Ils peuvent aller acheter également du merchandising, avec des t-shirts. Tout va vers l'avortement. Donc, si vous achetez un t-shirt, la moitié des coûts de la pilule abortive sera réduit, etc. Donc vraiment, moi, j'adore. Peut-être que c'est ma personnalité qui est comme ça, mais et ça donne pas forcément une bonne image de moi. Mais pour moi, il faut le dire. Et il faut dire, l'avortement, c'est normal. Et si vous voulez pas avoir d'avortement, n'en faites pas. Et je dis aux gens, écoutez, et parfois, on vend du merchandising et il y a des gens qui achètent des chaussettes sans le savoir. Et une fois qu'ils l'achètent, je leur dis merci, vous venez de faire un don au droit à l'avortement. Et donc, il faut collecter les miettes. Et après, il faut avoir le courage de dire que ces miettes, c'est pas suffisant. Et on en veut plus. On veut des politiques qui soient audacieuses. Et enfin, l'une des dernières leçons qu'on a apprises, c'est qu'il faut s'adapter au contexte notamment en matière de genre. On a cette binarité et on a un débat. On a le pro-choix et pro-avortement. Il y a ce clivage et nous, on veut remettre ça en question. L'avortement, ça n'est pas un débat moral du tout. C'est un fait de la vie. C'est une expérience. Les experts en matière d'avortement, ce ne sont pas des juristes. Je suis désolée pour les juristes dans la salle, hein. Ce n'est pas uniquement les médecins. Non, ce sont les gens qui ont eu un avortement ou qui soutiennent ou ont soutenu des gens qui ont subi un avortement. Donc nous, on n'est pas dans cette binarité, on n'est pas les défenseurs des droits humains, on n'est pas dans ce clivage, on n'est pas sur les normes des droits humains. Et les médias, vraiment, alimentent ce clivage. On n'est pas d'accord avec ça, nous, cette binarité. Non, il faut la déconstruire, il faut déconstruire ce mythe. Cette binarité, souvent, on le voit dans les débats ou même dans les lois. On parle du droit de la personne enceinte et on l'oppose au droit du fœtus. Cet agenda, on le voit de plus en plus partout. Et je suis d'accord. Ça fait partie des éléments les plus importants de l'agenda anti-avortement. On parle des bébés, du bébé rose, du poupon, de cette imagination, de cet imaginaire qu'on crée. Mais c'est même encore plus pernicieux que ça. On parle au-delà du bébé, au-delà du fœtus. On parle ici de la limite gestationnelle. On essaie de la faire baisser. On dit 14 semaines, c'est trop. 12 semaines, c'est suffisant. Et cet argument qui va à l'encontre des droits des femmes, en fait, c'est pour faire obstacle à l'avortement en disant vous auriez pu passer avant, etc. Je retiens le slogan Just Own It. Je retiens le slogan Just Own It. Jeanne, les associations droits, DSSR, droits et santé sexuelle et reproductive, sont un peu dans la sidération et dans la dépression.
On l'a déjà dit. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta vision au travers des États-Unis et de l'international, et quels sont les points de vigilance et de résistance de la société civile féministe aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on aurait surtout dû faire passer Kinga à la fin du panel, je pense, parce que là, je vais repartir sur quelque chose d'un petit peu plus sombre. Ouais. Vous le savez, hein, depuis 3 mois, c'est un véritable raz-de-marée. On continue à le dire parce qu'il faut continuer à le répéter. On est dans un état de sidération continue, c'est-à-dire que rien ne nous avait préparé à l'échelle de la cruauté, à la rapidité et la violence avec lesquelles sont en train d'être appliqués les décrets exécutifs de Trump et la tronçonneuse d'Elon Musk. Je ne peux pas rentrer dans le détail là, mais il y a eu plus de 50 décrets exécutifs qui ont été signés, qui viennent abattre des pans entiers de politique sociale, de justice raciale, de recherche, de justice climatique et de lutte contre les discriminations. En fait, on n'a jamais vu un tel alignement entre l'extrême droite chrétienne dont je parlais et une politique étrangère punitive qui vient vraiment mettre la santé internationale en otage au nom du genre et au nom de l'avortement. On savait que le projet 2025 il serait néfaste aux États-Unis et ailleurs. On l'avait depuis 1 an et demi d'ailleurs. On n'avait pas du tout saisi la gravité de l'offense sur l'aide publique au développement. Elle dépasse totalement toutes nos prévisions. Au niveau national, déjà, la semaine dernière, l'administration a réduit de plusieurs dizaines de millions le financement de 9 cliniques de Planned Parenthood, donc le planning familial. Et en ce moment même, à la Cour suprême est en jeu en fait un procès qui ferait que le planning familial serait exclu des circuits de remboursement de la sécurité sociale et donc qui perdrait éventuellement toute la subvention étatique, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'accès à la planification familiale, notamment pour les communautés les plus dans le besoin. Je rappelle aussi que c'est sous le premier mandat de Trump qu'on a vu 3 juges conservateurs se faire nommer, donc une supermajorité conservatrice, et que c'est cette supermajorité qui a permis l'annulation de Roe v. Wade et donc des protections fédérales pour le droit à l'avortement. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a 14 États où l'avortement il est totalement interdit. Dans ces 14 États, on est passé de 63 cliniques en 2020 à 0. En 2024. Il y a 7 États où il y a des restrictions avancées, par exemple l'interdiction de l'avortement après 6 semaines. Et du coup, il y a des régions entières, par exemple dans le sud-est des États-Unis, où il n'y a presque pas d'État, où il n'y a pas de restrictions. Donc ça veut dire qu'il y a des États et des régions entières qui se transforment, ce qu'on dit en anglais, nous, dans des déserts abortifs. À l'international, donc suite à l'annonce du gel de toute l'aide humanitaire de 90 jours pendant que sa revue avec les principes de America First Policy, il y a 10 jours, le secrétaire d'État Marco Rubio, il a annoncé au Congrès la fermeture définitive de USAID, donc l'agence de développement américaine, et son intégration dans le département de l'État. Ça veut dire que c'est plus une agence indépendante, elle va faire maintenant partie du gouvernement. Ça représente 60 milliards d'aides au développement qui s'arrêtent du jour au lendemain. C'est plus de 5800 projets d'aide internationale. D'un staff de 10 000 personnes, on en est passé à 15. Tous les employés des bureaux nationaux ont été renvoyés du jour au lendemain, donc en défiant totalement tous les codes du travail aussi dans ces pays respectifs. Dans un contexte où les États-Unis, c'est quand même le bailleur numéro 1 de la planification familiale, si on rajoute l'arrêt des coupes au Fonds des Nations Unies, le FNUAP, il est estimé en 1 an par un de nos partenaires, Guttmacher, que 47,6 millions de femmes et de couples se verront refuser des contraceptifs modernes, ce qui entraînerait 17 millions de grossesses non désirées, donc 34 000 décès évitables liés à la grossesse. Par ailleurs, on attend encore les spécifications de la gag rule dont je parlais tout à l'heure. Selon le projet 2025 et selon nos analyses, elle va s'étendre à l'ensemble de l'APD, y compris l'aide humanitaire, et en fait à tous les flux financiers qui sortent des États-Unis, c'est-à-dire aussi les accords bilatéraux avec des gouvernements. Mais donc le gel de l'aide étrangère, c'est qu'un aspect de ce que l'administration est en train de faire. On est aussi face à une attaque qui est totalement politique du multilatéralisme et une approche qui est punitive et idéologique des droits humains.
On le voit avec le désengagement des instances multilatérales. Bien sûr, l'administration s'est retirée de l'Organisation mondiale de la santé de son premier jour au pouvoir, du Conseil des droits de l'homme. On a vu l'arrêt des financements d'ONU-SIDA, de PEPFAR, le plan d'urgence pour la prévention du VIH, qui était pourtant le chouchou de Bush, qui avait été commencé en 2013. La semaine dernière, c'est Gavi, l'Alliance pour le vaccin, qui est tombée. Et cet effacement des termes genre, DSSR, LGBT, on retrouve la même pression qu'on a mis au niveau national dans les instances onusiennes et pendant les conseils d'administration de ces agences. Par exemple, UNICEF, dont les États-Unis sont le bailleur principal, on est en train d'appliquer la même pression pour qu'ils changent toute leur politique interne. J'en parlais tout à l'heure, mais on voit donc la promotion aussi d'une diplomatie qui est chrétienne, qui prône un espèce de natalisme démographique avec le consensus de Genève. Ce qui est annoncé aussi, c'est que si une partie des financements qui étaient dédiés à USAID reviennent, ils vont être dédiés à des organisations qui travaillent sur la protection des minorités chrétiennes au nom de la liberté religieuse. On sait que ça, c'est une de leurs priorités numéro 1. Ce qu'on voit aussi se dessiner, donc, c'est la refonte de l'APD vraiment avec une dérive qui est tout à fait commerciale et géostratégique. La semaine dernière, il y a eu une réunion entre les dirigeants de l'administration Trump et le CDC, donc le Center for Disease Control d'Afrique, pour la première fois depuis toutes ces coupes. Et là, l'administration, elle a été limpide. Ils ont quand même eu le toupet d'annoncer leurs priorités, c'est-à-dire promouvoir les exportations pharmaceutiques et agroalimentaires américaines, construction des infrastructures sanitaires via des entreprises américaines et bien sûr donner plus d'importance à la lutte contre le terrorisme avec une APD qui viendra aider pour la sécurité des frontières et pour l'aide militaire. Je trouve ça consternant que sur les 48 contrats du FNUAP qui ont été arrêtés, finalement il y en a 8 qui sont retenus et ça c'est pour le Yémen, l'Afghanistan, l'Ukraine, Haïti et quelques d'autres. Malheureusement, l'Union européenne, elle reste largement silencieuse en ce moment face à ces dérives et semble elle-même un petit peu décomplexée dans sa propre réorientation des priorités budgétaires. On entend des discours qui prônent la défense, la compétitivité, l'austérité, au détriment des services publics et de la solidarité internationale. Et ce qu'on voit, c'est sur un terme de propagation qui est très court quand même, des éléments de langage qui reprennent ce qu'on entend aux États-Unis sur la validité de l'aide et ses orientations, par exemple, genrées, comme l'a fait le Journal du Dimanche en France, vous l'avez vu avec sa fronde contre l'Agence française du développement. Mais on voit des discours similaires et des restrictions sur la portée d'action des organisations de la société civile en Suède ou dans des pays comme la Hollande ou plus récemment aussi les Pays-Bas. Donc, si la nouvelle stratégie pour la diplomatie féministe de la France, qui est sortie il y a 2 mois, est bien sûr à accueillir, si elle ne s'accompagne pas d'engagements financiers et politiques forts, vous le savez encore mieux que moi, on a vu des coupes de l'APD énormes être annoncées en France récemment, cette stratégie, bien sûr, elle ne servira à rien, et d'où la nécessité du plaidoyer qu'on mène avec Médecins du Monde auprès du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement. Donc, je pense rapidement, face à ce cataclysme, vraiment la priorité numéro 1, puisque là, on va vers de multiples pandémies et des crises sécuritaires et sanitaires, c'est qu'il faut éviter un nombre maximum de décès. Ça veut dire vraiment pousser l'Union européenne à créer des mécanismes de réponse rapides pour combler à un minima les déficits sanitaires dans lesquels on va être. Il faut absolument soutenir les organisations féministes de terrain qui sont les premières affectées par ces coupes budgétaires et politiques. Et bien sûr, comme l'a dit Kinga, je te promets, je finis sur un truc un peu positif. Aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, en Pologne, il y a des organisations qui font un travail remarquable de terrain, qui démédicalisent l'avortement, qui s'organisent, qui font un travail de stockage, un travail de soins, et qui permettent vraiment l'accès aux populations les plus marginalisées. Donc il faut absolument soutenir, pérenniser et maximiser ces réseaux. Merci Jeanne.
de tentative d'optimisme sur la dernière ligne droite. Si on revient au contexte français, la constitutionnalisation de l'IVG, elle est venue nous conforter, au moins en partie au regard des échéances à venir, parce que c'était quand même ça qui était en tête. Mais par rapport au travail que vous avez mené, je veux dire, comment vous envisagez les différentes pistes, en particulier en France, mais peut-être pas que, mais quels sont les éléments qu'on pourrait faire bouger dans les années à venir, vu le contexte tout à fait déprimant dans lequel on est? Oui, comment est-ce sur quoi on agit dans un pays où l'avortement est déjà légal? À mon avis, pour y répondre, il faut déjà éviter deux écueils, ou en tout cas de se départir de deux visions de la situation. La première, c'est celle qui est largement partagée par le gouvernement et le ministère, qui est une autoglorification de la situation. La France, pays de Simone Veil, on a constitutionnalisé, tout va bien, et de voir du droit à l'avortement que sa lettre, en fait. Donc voilà, réfléchir à l'effectivité de ce droit et à ce qui reste à améliorer. L'autre vision, qui est assez différente, qui est évidemment très, très justifiée, c'est celle qui se concentre sur la peur de la perte du droit, à raison vu la situation, mais qui du coup ne formule l'enjeu que sous l'angle avoir le droit à l'avortement ou pas, plutôt qu'en considérant qu'il y a plusieurs droits à l'avortement possibles, que tous les avortements ne se valent pas, et que l'enjeu, c'est pas juste l'avortement oui ou non, mais quel droit à l'avortement on veut. Et je pense qu'on a le droit, qu'il faut en fait aussi se poser la question de juste pas uniquement défendre les acquis, mais réfléchir à ce qu'on veut politiquement comme droit à l'avortement, et être ambitieux et ambitieuse là-dessus. Et si on fait ça, il y a plusieurs pistes d'amélioration. Alors la première, un peu paradoxalement par rapport à ce que j'ai dit, c'est quand même la loi. Il reste des choses à améliorer dans la loi. On a parlé du délai légal d'accès à l'IVG qui est moins avancé en France que dans d'autres pays européens. On peut avorter 2 mois plus tard aux Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-Uni, sous certaines conditions en tout cas. Donc on pourrait à minima s'aligner sur des pays qui sont plus progressistes en la matière, voire supprimer totalement le délai légal d'accès à l'IVG. En tout cas, avoir un débat sur la question, puisque ce délai, aujourd'hui, il ne défend absolument pas les femmes. Il est juste une décision politique qui correspond à une balance entre la place qu'on donne à l'autonomie des femmes et l'importance qu'on donne à l'existence des fœtus. Donc on peut avoir un débat là-dessus, mais en tout cas, on pourrait tout à fait supprimer le délai légal d'accès à l'IVG si la priorité, c'est l'intérêt et l'autonomie des femmes. Kinga, tu disais que ce qui fait barrière à l'avortement, du coup, c'est les professionnels de santé et la loi. En fait, dans un pays où les pratiques des professionnels de santé sont plus contraignantes que ce que prévoit la loi, paradoxalement, la loi, elle peut être un garde-fou pour l'autonomie des femmes contre la marge de manœuvre des professionnels de santé. Donc, par exemple, c'est inscrit dans la loi que les femmes ont le choix de la méthode d'IVG. On pourrait inscrire dans la loi qu'une femme qui le demande peut accéder à l'avortement dès la première consultation médicale. Ça ne veut pas dire que... J'ai montré qu'il y avait une question de l'effectivité du droit, mais en tout cas, ça ferait quand même quelque chose que les femmes pourraient invoquer pour obtenir l'avortement plus rapidement. Donc, jouer sur la dimension légale, jouer sur la dimension du financement du système de santé. On évoque souvent la fermeture des maternités de proximité et donc des centres d'IVG qui en font partie. Ce n'est pas une politique qui cible spécifiquement l'avortement, mais voilà, le système de santé en général, et ça a des effets, ça augmente les distances pour pouvoir avorter, la difficulté à trouver un médecin ou une sage-femme qui accepte de faire des IVG, c'est tout à fait vrai. Pour autant, il ne faut pas non plus exagérer la dimension du financement de la santé. Pour donner 2 exemples, à mon avis, en agissant sur les pratiques médicales, on peut encore plus efficacement améliorer la situation et même sans dépenser un seul euro d'argent public. Par exemple, dans les déserts médicaux où les femmes doivent très fréquemment faire 50 km, voire plus, pour aller au premier centre d'IVG, le fait qu'on leur demande de revenir 2, 3, 4 fois pour avorter, alors que si elles le souhaitent, ça pourrait se faire en une fois, ça vient multiplier par autant les distances à parcourir. Et donc ce serait pour le coup une amélioration vraiment simple en fait, d'imposer le fait que les femmes qui le souhaitent puissent avorter tout de suite. C'est une décision qui a un effet majeur et qui est complètement gratuite, voire même économe. Pour donner un autre exemple, un des gros problèmes de l'accès à l'avortement pour les femmes les plus précaires, c'est l'accès à l'interprétariat. Et dans tous les centres où j'ai été, il n'y a
aucun recours à l'interprétariat, avec des prises en charge catastrophiques pour les femmes migrantes, pas de choix de la méthode, pas d'explication de la contraception, l'imposition de l'anesthésie générale pour ne pas avoir à leur expliquer le fonctionnement. Il y a même eu un cas de pose d'implant contraceptif sous anesthésie générale à une femme qui ne le savait pas, qui n'avait pas été prévenue. Donc voilà, des droits complètement bafoués et un non-recours à l'interprétariat, non pas pour des raisons de coût de l'interprétariat dont on parlait dans le panel précédent, puisque ces 3 centres disposaient d'un interprétariat téléphonique mis à disposition par l'hôpital, mais par simplement l'habitude de ne pas l'utiliser et le fait que ça prend 5 à 10 minutes pour être mis en contact avec l'interprète. Donc les médecins préfèrent ne pas expliquer ou utiliser une application de traduction. Quelque chose d'autre sur lequel il faudrait jouer, c'est poursuivre la simplification des parcours d'avortement pour les femmes qui le souhaitent. Donc voilà, encore une fois, encourager l'avortement dès la demande d'IVG, y compris par méthode instrumentale, par aspiration, développer la téléconsultation médicale. Voilà, il y a un certain nombre de pratiques, ne plus imposer l'entretien psychosocial pour les mineurs, c'est encore obligatoire, mais simplement le leur proposer. On pourrait encore déconstruire ce dispositif qui, initialement, était un dispositif de contrôle et de dissuasion des femmes. En 1975, il a été construit comme tel, c'était explicitement comme tel, et dont on hérite aujourd'hui. On pourrait continuer à déconstruire ce dispositif pour aller peut-être vers un système d'accès à l'avortement double, un accès démédicalisé ou partiellement démédicalisé, avec pourquoi pas l'accès aux médicaments abortifs en pharmacie pour les femmes qui le souhaitent, et un accès plus encadrant pour les femmes qui en auraient envie, avec le recours à un encadrement psychologique, une assistante sociale, un cadre plus médicalisé, pour répondre aux besoins dans le respect de l'autonomie réelle des femmes. Merci pour ces recommandations très, très pratico-pratiques, et à la fois sur la dimension légale et à la fois sur la dimension de l'accès et la réalité. Alors, on a épuisé notre temps, mais vous n'avez pas faim du tout, en fait. Non. Vous avez des questions ? Donc oui. La seule question que j'ai dans le chat, c'est en fait une remarque, donc ça vous laisse le temps de réfléchir. Ah, j'ai une question. Donc, alors, j'ai un premier commentaire sur Kinga, qui dit « Merci pour avoir dit que le contrôle de l'avortement, c'est du pouvoir et des bénéfices. Merci Kinga. » Une question pour Raphaël. Quels ont été les apports de l'accès de prescription de l'avortement par les sages-femmes ? Les femmes attendent-elles moins ? Les choix sont plus restreints. Et une autre question pour Jeanne, je le dis les deux. Concernant les différentes rencontres des mouvements d'extrême droite dont vous avez parlé, comment obtenez-vous les informations diffusées lors de ces temps ? Est-ce que tout est diffusé sur les réseaux ? Qui commence, Raphaël ou Jeanne ? Allez, j'y vais. Allez, vas-y, oui. Si ça te va. Les sages-femmes, c'est effectivement donc les sages-femmes peuvent pratiquer l'IVG médicamenteuse depuis 2016 et instrumentale depuis 2022 sous un certain nombre de conditions réglementaire et de formation des sages-femmes. Ça permet effectivement un accès à plus de possibilités de trouver des professionnels de santé, en particulier dans les déserts médicaux. Ça ne résout pas tout le problème, notamment parce qu'il y a presque tout autant une pénurie de sages-femmes que de médecins. Donc même les maternités qui... Pour le suivi de grossesse, l'obstétrique manque de sages-femmes, donc ça ne résout pas tout. Et les pratiques des sages-femmes ne sont pas forcément différentes de celles que j'ai soulignées des médecins. Il y a la même question de variation des pratiques et parfois de complications des parcours. Tout de même, les sages-femmes en libéral, parce qu'elles définissent beaucoup leur identité et leur rôle professionnel, aussi en opposition à celle des gynécologues qui seraient, en tout cas en se positionnant dans la dénonciation des violences gynécologiques, la dénonciation du paternalisme médical, qui se positionnent comme des soignantes bienveillantes et qui font des consultations plus longues, en faisant plus attention à la question du consentement parfois, ont globalement des pratiques qui sont un peu plus à l'avantage dans le sens de l'autonomie des femmes, en libéral, parce que c'est aussi...
pour en parler, il y a presque un créneau professionnel en fait pour les sages-femmes de se positionner comme les gynécos, faire de la gynécologie bienveillante, parce qu'elles n'ont pas la même légitimité technique que les gynécologues, donc elles investissent plus ce plan-là avec des effets très concrets. Les sages-femmes qui le font à l'hôpital, dans les centres d'IVG, dans les cas que j'ai vus, ont des pratiques absolument identiques à celles des médecins, parce qu'il y a aussi un enjeu à justifier le fait que les médecins les ont acceptés dans l'équipe, et donc elles sont les bonnes élèves des pratiques du service, en fait, quelque part. Donc voilà, l'accès des sages-femmes à la pratique de l'IVG, ça crée plus d'offres médicales, avec un effet restreint mais réel. Sur les pratiques, c'est un peu plus mitigé. Jeanne? On est diffusé en ligne, non? Donc je vais rester très large et évasive sur la question. Rendez-vous au café. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de ce contenu qui est effectivement public, qui est en ligne. Beaucoup de ces conférences sont retransmises à la portée de tous et de toutes. Ce que je trouve fascinant avec certains parlementaires, notamment européens comme Marion Maréchal Le Pen, c'est la façon dont ils parlent quand ils sont au Parlement européen et la façon dont ils parlent en France. Il y a une vraie différence de radicalité dans les discours qui sont tenus à Bruxelles. Ces conférences, elles sont accessibles en ligne. Pour le reste, c'est de la recherche et on a différentes méthodologies. Vous pourrez m'écrire après si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et on a beaucoup de rapports en ligne, en tout cas, qui montrent et qui donnent accès à beaucoup des chiffres et de l'analyse dont j'ai parlé. Merci. Merci. Alors, on me fait signe que non, que vous avez faim. Je vous propose peut-être d'arrêter là pour pas entamer le calendrier de la journée, enfin le timing de la journée. Les intervenants sont présents et si vous pouvez aussi poser des questions dans les temps de pause, y compris de déjeuner. Merci à vous trois pour ces présentations.